Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le dimanche 24 avril 2022 et je continue ma lecture du livre de Will Durant, Vie et doctrine des philosophes, dans la partie qu'il consacre à Platon. J'entame le chapitre 6, le problème psychologique. Nous avons vu un petit peu le problème politique entre l'oligarchie, la démocratie. Voilà. Alors, c'est l'analyse euh, de Will Durant, c'est le résumé de l'œuvre de Platon par Will Durant, qu'on retrouve sur ce livre, avec parfois quelques citations euh, de Platon. Alors, je commence ma lecture. Mais derrière ces problèmes politiques, il y a la nature humaine. Parce qu'il se demandait, en fait, pourquoi on a, en somme, en théorie, des systèmes idéaux et pourquoi l'homme, en fait, n'arrive pas à les réaliser, à les appliquer. Pourquoi on finit toujours par des guerres, par des conflits, par des corruptions, pourquoi la démocratie finit toujours par se corrompre. C'est ce que nous sommes en train de vérifier en 2022, donc 2600 ans après Platon. Et donc pourquoi toujours on retrouve toujours ces mécanismes. Alors là, il y a une possible explication psychologique. Donc, mais derrière ces problèmes psychologiques, il y a la nature humaine. Alors la nature humaine, sur la mécanique universelle, j'essaye de démontrer qu'elle décline entièrement de notre organisation primate originelle. Lorsque nous étions des primates naturels, nous nous comportions comme les autres primates euh, que nous connaissons aujourd'hui. Et donc, une grande partie de nos comportements se retrouve dans notre comportement actuel, euh, voilà, décline de ces comportements-là. Y compris le mécanisme dominant-prétendant. Un dominant thésaurise les privilèges, c'est ce qui se passe avec l'Occident actuel. Des prétendants veulent prendre sa place ou partager le leadership. Je pense que les prétendants actuels, c'est-à-dire la Chine, la Russie, l'Inde, les BRICS, etc., enfin voilà, les, les mondes émergents, plutôt que de renverser le dominant pour prendre sa place, comme ça se passe chez les primates, chez la plupart des primates, le dominant est en place, les prétendants le harcèlent, le fatiguent jusqu'à ce qu'il n'ait plus l'aptitude à se défendre, et donc un nouveau prétendant prend sa place, ou un nouveau groupe de prétendants prend sa place et thésaurise les privilèges à sa place. Et le dominant doit aller faire sa dépression dans son coin, en attendant de revenir docilement dans le, dans le groupe. Et je pense que l'humanité est passée à un degré plus haut que ce principe basique. Il a été, je pense, courant dans les siècles précédents. C'est un peu comme ça que s'imposaient les grands mouvements dominants, les Grecs, les Égyptiens, les Perses, etc.,
les Romains, voilà, et l'Occident, et venait toujours en renversement d'un autre système. Maintenant, je pense que non seulement les nouveaux prétendants, ces nouveaux prétendants, donc Chine, Russie, etc., voulaient, depuis des décennies déjà, aspirer à un partage du leadership, à amener chacun ses qualités, son potentiel, ses valeurs, pour les mettre dans une sorte de pot commun pour en sortir la quintessence pour l'humanité. Je pense que c'est ce que voulaient ces nouveaux prétendants. Malheureusement, le dominant actuel, l'Occident, a deux comportements primaires antiques en lui. Certainement parce que ce sont des vieilles pensées qui sont aux commandes dans le monde occidental. Et ces deux forces primaires, primitives, on va dire, sont la paranoïa, la peur d'être renversé et d'être asservi à son tour, après avoir asservi, et puis d'être jugé pour son comportement. Donc toute ces peurs font qu'il ne peut pas lâcher prise et partager le pouvoir. Il a peur de partager le pouvoir à cause de cela. Et en plus, il y a un désir encore primitif de thésauriser les privilèges, de dominer pour pouvoir être le seul à profiter, à donner des ordres, à être le chef, enfin voilà, sans être contesté, à pouvoir faire passer son désir de domination. Donc il y a le désir de domination et la peur, et ces deux forces font que l'Occident ne peut pas partager le leadership et donc se comporte comme il se comporte, c'est-à-dire essayer d'anéantir ceux qu'il considère comme ses prétendants et qui le sont de fait, les Russes en ce moment, et puis les Chinois dans l'avenir. Voilà le mécanisme. Et ça, c'est dommageable parce qu'en fait, d'abord c'est risqué. Euh, il n'est pas sûr que le dominant parvienne à anéantir son prétendant ou ses prétendants. Et donc il peut à ce moment-là être dominé vraiment à son tour et avoir le ressentiment de ceux qui l'a dominé au lieu de partager voilà, amicalement, fraternellement avec l'autre et donc établir des nouvelles relations humaines entre les dominants et prétendants. Voilà. Donc, mais derrière ce problème politique, il y a la nature humaine. Pour comprendre la politique, il nous faut malheureusement comprendre la psychologie. Autant de caractères d'hommes, autant d'espèces de constitution. C'est une nécessité. Ouvrez les guillemets. Crois-tu que les constitutions naissent de chênes ou de rochers et non pas de caractères qui prédominent dans les cités et qui par leur poids entraînent tout le reste? Point d'interrogation. Fermez les guillemets. L'État est ce qu'il est parce que ses citoyens sont ce qu'ils sont. Dès lors, nous ne devons pas espérer d'améliorer les États sans améliorer les hommes. Et ça, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans les vidéos précédentes, euh, les, la 12, la 11, enfin bref, la 10, mais surtout dans la vidéo juste précédente. Une démocratie n'est viable, ne peut être une bonne démocratie que si l'ensemble de ses citoyens sont parfaitement éduqués, sont parfaitement conscients de ce qu'est la démocratie, conscients de leur rôle
de citoyens, etc., conscients d'appartenir au groupe, etc., à la démocratie, et en préserver le, les valeurs, ayant suffisamment d'esprit critique et de courage pour s'opposer à ces abus naturels. Voilà, les dominants, ils ne font pas exprès de d'abuser la démocratie. C'est dans l'ordre des choses. Leur nature est offensive et elle est hégémonique. Ils veulent, la plupart, ne pas être contestés. C'est quelque chose, comme tout être humain, ne supporte pas ou supporte mal d'être contesté. C'est pour ça que les meilleurs grands démocrates, c'est ceux qui acceptent la contradiction, qui acceptent qu'on puisse les contester et en tirer les conséquences. Voilà, et accepter, voilà, si le peuple n'est plus d'accord avec sa politique, de dire je m'en vais, voilà, comme certains hommes politiques ont pu le faire. Ou changer de position, de, euh, pour, 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 euh, euh, pour appliquer, pour être, pour faire la politique que désire profondément le peuple. Et un peuple qui ne doit pas non plus se laisser manipuler. Voilà. Donc, et on voit bien que là, la démocratie a été totalement corrompue dans les dernières décennies, à partir du néolibéralisme. Le néolibéralisme a abêti les citoyens pour vendre plus de choses, parce que c'était la loi du marché. Le néolibéralisme, c'est la prise de pouvoir par le marché, par les oligarques, par l'oligarchie. Et donc, pour sa seule optique, elle est de vendre de plus en plus. Et pour vendre, il ne faut pas qu'il y ait d'esprit critique. Il faut que l'homme soit perméable à euh, au bourrage de crâne, en fait. Qu'il n'ait plus le temps ni les moyens de réfléchir à ce qu'on est en train de lui dire. Et donc, ce qu'ils ont fait pour vendre des choses avec les résultats qu'on connaît, c'est-à-dire l'explosion de, des maladies comme l'obésité, comme les cancers, etc. Voilà, à cause du stress ou à cause de, de cet excès de bouffe qui nous ont euh, proposé, que le marché a proposé à l'humanité pour s'enrichir, tout simplement. Eh bien, c'est cette fanatisation et fanatisation devant les stars, devant, etc., ce nouvel élitisme qu'ils ont fait, c'est pour vendre de la star, pour vendre tout ce qu'ils avaient à vendre en réalité. Le marché, c'est ça, hein, c'est uniquement cette chose-là. Et bien, ça s'est déporté là sur la politique, sur, les, sur la manipulation politique et sur la manipulation, par exemple, en temps de guerre, on est en train de, voilà, de survaloriser des gens qui n'ont pas à être survalorisés, qui ne devraient pas même être valorisés, et à dégrader l'image de d'autres qui ne méritent pas non plus d'être dégradés. Et donc, on est en train de faire euh, aimer l'injustice et, et haïr l'inverse. Donc, et ça, seule la manipulation, le, la, la, le travail sur les esprits par les médias, un travail forcené, hein, parce que c'est quelque chose qui est de l'ordre du bourrage de crâne. C'est hallucinant. Et puis c'est vraiment, voilà, l'esprit il est plus en repos quoi. La personne qui se met devant ces chaînes d'infos, voilà, il gobe, il doit en prendre plein la tête jusqu'à ce qu'ils disent qu'il parle comme tout le monde, quoi, voilà, qui accepte la vérité des dominants du moment. Dès lors,
Nous ne devons pas espérer d'améliorer les États sans améliorer les hommes. Sans cette condition, tout changement n'atteindra pas l'essentiel. Plaisantes gens qui établissent des lois et amendent sans cesse dans l'espoir qu'ils mettront un terme aux perfidies qui se commettent dans les conventions entre hommes. Ils ne comprennent pas qu'en réalité c'est comme s'ils coupaient les têtes d'une hydre. Voilà, à cause du fait que les hommes ne sont pas assez éduqués. Examinons un instant le matériel humain que doit mettre en œuvre la philosophie politique. Selon Platon, trois facultés principales président à la conduite humaine: le désir, l'énergie volontaire et la raison. Désir, appétit, impulsion, instinct, c'est tout un. Énergie volontaire, fougue, ambition, courage, cela ne fait qu'un. Science, pensée, intellect, raison, tout cela ne désigne qu'une même chose. Le désir a son siège dans la région qui sépare le diaphragme du nombril. C'est un réservoir d'énergie, et d'énergie d'abord sexuelle. Et c'est clair que c'est l'énergie sexuelle qui domine le monde du marché, le monde du... Voilà, l'Occident actuel, hein, les dominants de l'Occident actuel, c'est les pulsions, c'est ces pulsions sexuelles qui les poussent à la guerre, en définitive, à la provocation, à la domination de l'autre, etc., à tenter de, de, d'être le seul grand dominant. Et c'est vraiment un désir sexuel qui est à l'origine de ça. Euh, la volonté a son siège dans le cœur, dans le bouillonnement et l'ardeur du sang. Dans le cœur retentissent les excitations sensorielles et les désirs internes. Ça, c'est ce qu'ils envoient au charbon, l'Occident et les Russes pendant la guerre. Ils envoient au charbon la deuxième tranche des êtres humains, les courageux, les guerriers, voilà, qui n'ont pas peur de la mort et qui sont téméraires et qui ont cette énergie-là. Alors eux, ils sont leur, leur force, leur faculté et leur énergie, elle est au niveau du cœur. Elle est au niveau de du courage. Donc, la raison a son siège dans la tête. Elle est l'œil du désir et elle peut devenir le pilote de l'âme. Voilà, alors, la raison, ça sera les philosophes, ceux qui contestent ce genre de comportement. C'est ceux qui cherchent la justice. Il y a bien sûr la raison chez les dominants actuels, chez les faucons, etc. La raison est à l'œuvre aussi, mais c'est le désir sexuel qui est leur gros moteur. C'est pour ça, c'est leur pulsion, c'est les pulsions. C'est pour ça que ils peuvent nous entraîner à des euh, limites extrêmement dangereuses. Où là, actuellement, l'humanité est en danger de mort, d'une certaine façon. Ils nous ont amenés à la bordure d'une troisième guerre mondiale. Et c'est les pulsions sexuelles qui étaient à la manœuvre. C'était la pulsion de dominer entièrement l'autre, de thésauriser les privilèges. Et comme deux dominants vont s'affronter chez les primates, par exemple, chez les chimpanzés, et ils vont s'affronter pour l'hégémonie sur les femelles. C'est la grande énergie qui les motive. Et quand ils se mettent en lutte, ils sont capables de ravager l'ensemble voilà, ils se courent après, ils peuvent écraser les petits, ils peuvent casser tout ce qui est autour d'eux, maltraiter tout. Et c'est ce qui se passe
Voilà, en Ukraine, c'est ça, mais c'est dans les autres guerres, c'est exactement pareil. Et en Ukraine, c'est exactement ça. C'est ceux qui ont mis en œuvre cette guerre, c'est des primaires, des esprits primaires qui sont motivés par le désir sexuel. Ils entraînent, ils poussent la deuxième tranche, ceux qui sont animés par le cœur, les courageux, les guerriers, les violents, ceux qui sont actuellement en train de se déchirer, de se tuer. Et donc, l'esprit, ceux qui sont au niveau de la raison, ceux qui disent cette guerre est injuste, vous avez les deux parties qui ont mis en œuvre cette guerre, ceux qui ont provoqué la Russie en avançant, etc., en profitant de de sa paranoïa, de sa crainte, de sa peur d'être asservi, euh, de son désir aussi d'en découdre, etc., qui ont stimulé ses pulsions primaires en avançant tout le temps plus vers ses frontières et en essayant de le neutraliser, de le bloquer, jusque dans son jardin, la mer d'Azov, etc. Bon, vous êtes responsable. Vous, les Russes, vous, le gouvernement russe, vous, Monsieur Poutine, vous êtes responsable d'avoir choisi la guerre plutôt que de vous battre sur un autre plan, qui est maintenant le plan que l'Occident veut atteindre, c'est-à-dire plus un plan militaire et guerrier, mais un plan lié sur la raison, sur la conscience, sur l'argumentation. Trouver un autre moyen que violent pour faire refluer l'Occident derrière ces lignes. Alors oui, bien sûr, vous étiez confronté à la surdité, à un monde qui ne voulait pas reculer, mais il y avait certainement des solutions non violentes pour régler ce problème-là. Et vous ne l'avez pas pris, donc vous êtes responsable sur ce plan-là aussi. Voilà. Et vous êtes responsable au lieu de vous affronter, de communiquer avec l'Occident depuis 20 ans, 30 ans, en disant, bon, on arrête de casser tous ces pays, de se bagarrer ensemble, Russie, Occident, en, en Syrie, en Libye, au Yémen, etc., en Irak, parce qu'en fait, on maltraite des populations, on déporte des guerres, on déporte nos propres luttes. Alors pour éviter ça, est-ce qu'on peut partager le pouvoir? Est-ce qu'on peut partager? Est-ce que vous permettez de nous offrir une partie, de nous accepter dans le concert des nations et qu'on puisse tous ensemble prendre des décisions sur le monde et faire tomber l'évolution par la guerre. Voilà. Donc vous auriez dû faire comme ça. Vous auriez dû prendre cette optique-là, même si elle était extrêmement difficile, même si voilà, il fallait faire autre chose que montrer que montrer ses muscles. Voilà, vous êtes trop guerrier et donc votre esprit guerrier vous a poussé, vous a contraint à arriver là parce que vous n'avez pas su parler diplomatiquement, amicalement, fraternellement, même en acceptant l'humiliation que l'autre, que les Américains, que les faucons américains continuent à manipuler, etc., etc. Ne pas lâcher prise, voilà ce qu'il aurait fallu faire, un petit peu comme
un, euh, comme un éducateur avec un gosse enragé qui va pas mettre de la violence face à la violence qu'il reçoit, qui va simplement toujours argumenter, argumenter jusqu'à arriver à le convaincre d'être autre chose et que en fait il lui veut du bien. Et en fait c'est ce que vous auriez dû faire, c'est ce que les Russes, c'est ce que Poutine aurait dû faire avec que le pouvoir, que le Kremlin aurait dû faire avec Washington. Voilà, c'était ça et c'est ce qui n'a pas été fait. Donc vous êtes responsable aussi de cette, à 50% de ce qu'il se passe. Et idem pour l'Ukraine, de vous être laissé embarquer par un des deux dominants en croyant que, voilà, par, par votre propre haine de l'autre, voilà, votre ressentiment, des choses qui sont extrêmement profondes, vous n'avez pas su les, les, les dominer et voilà, aller vers la fraternité plutôt que vers l'agressivité et le désir de dominer et de neutraliser et d'anéantir l'autre. Alors, ces facultés sont chez l'homme, chez tous les hommes, mais à des degrés divers. Certains hommes ne sont que désirs. Ce sont des âmes agitées et avides, absorbées dans la recherche des intérêts matériels et les querelles qui naissent de cette recherche. Brûlant de convoitise pour le luxe et le faste, comptant toujours pour rien ce qu'ils acquièrent en comparaison du but qu'ils poursuivent et qui recule sans cesse. Voilà, c'est l'envie, etc. Le désir, la, la voracité. Ces hommes sont les maîtres de l'industrie. C'est ça et c'est les faucons en même temps. Voilà. Mais il en est d'autres qui sont comme les sanctuaires de la volonté et du courage, qui ne se soucient pas tant de ce pourquoi ils combattent que de la victoire, en elle-même et pour elle-même. Ils sont batailleurs plutôt qu'avides, ils sont plus fiers d'être forts que de posséder, plus heureux sur le champ de bataille que sur le marché. Ce sont les hommes qui font les armées et les marines du monde. Ben voilà, hein, on voit hein, des deux côtés, chez les Ukrainiens comme chez les Russes et chez les mercenaires qui vont des deux bords s'y inclure. Ils ont cet état d'esprit. Ce sont les grands seigneurs finalement. Voilà. Avant, les hommes politiques étaient de cette trempe-là. Ils allaient sur le front. Voilà, De Gaulle était parti sur le front. Un Pompidou était parti sur le front. Les, 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 chefs d'État anglais, américains, Churchill, etc., ils étaient partis sur le front. Donc ils avaient une vision ils avaient cet élèvement. Et c'est pour ça qu'ils pouvaient maîtriser, que leur qualité leur permettait de maîtriser les patrons d'industrie, l'oligarchie. Ces anciens chefs d'État dominaient les patrons voilà, des industries parce qu'ils voilà, ils étaient au-dessus, ils avaient plus de courage, plus de volonté, plus de cœur. Et donc, les patrons d'industrie qui, pour la plupart, s'étaient planqués pendant la guerre, étaient obligés de respecter ces chefs d'État. Maintenant, nos chefs d'État n'ont pas ce charisme. Ils sont du côté de l'oligarchie. Ils ont euh, les mêmes états psychologiques que les oligarques, que les marchands en somme. Ce sont des marchands de leur propre modèle, de leur propre d'eux-mêmes, mais c'est ce qu'ils vendent, ils se vendent d'eux-mêmes. Mais ils sont à ce niveau-là, et c'est pour ça qu'ils ne sont pas dominés, ils ne peuvent pas dominer les oligarques en réalité. Et c'est ce qui fait que le néolibéralisme est une catastrophe par rapport au libéralisme.
qu'on a connu dans les 30 glorieuses. Et enfin, il y a le petit nombre de ceux qui se plaisent à méditer et à comprendre, qui ne désirent ni les biens extérieurs ni la victoire, mais la science, qui délaissent le marché et le champ de bataille pour se plonger dans la paisible clarté de la pensée solitaire, dont la volonté est une lumière plutôt qu'un feu, dont le havre est la vérité, non la puissance. Ce sont les sages qui se tiennent à l'écart et que le monde n'utilise pas. Bon, alors moi je ne suis pas sage, mais je me range du côté de, cette, de ce monde qui essaye de réfléchir le plus impartialement et le plus justement à ce que nous sommes en train de vivre et pourquoi nous sommes en train de le vivre. Voilà, sans me laisser embarquer embedded par la propagande d'un côté ou de l'autre. Or, de même que l'action individuelle pour être efficace exige que le désir vivifié par l'énergie volontaire soit dirigé par la raison, de même dans l'étape, et ben voilà, c'est ça en fait, c'est ces hommes politiques qui commencent par le désir, euh, prennent du courage sur les champs de bataille et euh, mettent de la raison à la sortie de cette chose-là en voyant à quel point c'est de la souffrance pour tout le monde et pour le peuple également. Ils ne sont pas déconnectés des réalités. Donc ils arrêtent après les guerres. Voilà, et ce n'est pas des foudres de guerre. Un De Gaulle, un Pompidou, un Giscard qui ont fait la guerre, qui ont été au charbon, même un Chirac, c'était pas des foudres de, c'était pas des désirants de guerre, c'était pas euh, des provocateurs. Ils étaient, ils étaient dans la sagesse et donc ils étaient favorables à leur peuple. De même, dans l'état parfait, les forces industrielles doivent produire mais non gouverner. Les forces militaires doivent protéger mais non diriger. Les forces de la raison, de la science et de la philosophie doivent être alimentées et protégées, et elles doivent gouverner. Sans la maîtrise de la raison, le peuple est une multitude sans ordre, tels des désirs en désarroi. Le peuple a besoin d'être guidé par les philosophes, comme les désirs d'être éclairés par la raison, mais pas par, voilà, on voit, on sait aussi à quel point le philosophe, à l'époque de Platon, euh, sans doute que le philosophe était, si on s'en réfère à Socrate, à Platon, des hommes qui justement avaient fait la guerre, étaient partis sur le champ de bataille, s'étaient confrontés à la peur de la mort, etc., et aux autres, aux soldats, aux troupes, aux simples, aux simples citoyens. Et donc avaient une, un autre état d'esprit. Maintenant, on se rend compte que les philosophes actuels ne sont pas non plus dans ce cas de figure. Voilà, et c'est ce qui fait dire beaucoup de bêtises à certains philosophes, ou du moins ceux qui se prétendent être philosophes et qui passent sur les chaînes de télévision la plupart du temps. Voilà, et même euh, qui a aussi un petit peu fait dire des bêtises à pas mal de philosophes au cours de l'histoire. Hein. Voilà, euh, certains propos de Hegel sont monstrueux, certains propos de Nietzsche ont entraîné ont été mal compris très certainement et ont fait des choses un peu négatives dans l'humanité. Donc le philosophe, il doit accompagner, à mon sens, la pensée de l'humanité, mais être déconnecté du politique et du reste. Il doit être absolument libre, un électron libre, posé dans, voilà, qui, qui éclaire le plus possible l'humanité de son analyse, de son étude.
Donc la philosophie doit être alimentée et protégée et elles doivent gouverner. Sans la maîtrise de la raison, le peuple est une multitude sans ordre, tel des désirs en désarroi, sauf s'il est éduqué. C'est pourquoi on doit éduquer un peuple pour qu'il devienne un anarchiste, entre guillemets, c'est-à-dire quelqu'un qui se gère lui-même sans maltraiter autrui, qui est capable d'être totalement indépendant de la multitude, de ne pas courir au rassemblement dès qu'on sonne le clairon, etc. Quelqu'un qui est indépendant. Et si l'ensemble des êtres humains étaient dans cet état-là, il faut écarter de l'anarchisme toute la voie violente, etc. Et fanatique, et tout, voilà. Mais sur le fond, sur le fait d'être responsable de soi, entièrement responsable de soi, et avec un esprit critique suffisant, ben, c'est ce qu'on devrait arriver à faire de cette multitude sans ordre. Tels des désirs en désarroi, le peuple a besoin d'être guidé par les philosophes comme les désirs d'être éclairé par la raison. C'est la ruine pour la cité quand celui qui, par nature, est destiné à faire un travail manuel ou à gagner de l'argent, exalté par la richesse, essaye de parvenir jusqu'à l'ordre des guerriers, ou lorsqu'un des guerriers, malgré son indignité, tente d'usurper le rôle du conseiller et du gardien. Voilà, ça c'est Platon qui parle. C'est extrêmement clair et bien vu. C'est incroyable de pertinence, Platon. Et c'est pas pour rien que l'humanité a choisi Platon, Socrate, plutôt que les sophistes euh, et les philosophes que certains philosophes contemporains voudraient nous mettre en exergue comme s'ils étaient des, des lumières qu'on peut poser à l'horizon pour faire avancer l'humanité. Non, les sophistes, ils utilisaient l'humanité telle qu'elle est, avec ses, ses, ses perversions, pour pouvoir faire passer leur propre perversion, pour pouvoir justifier leur propre perversion. Et ça n'est pas le moyen de pouvoir tirer l'humanité vers le haut. Voilà l'erreur en fait de cette chose-là. Mais l'humanité ne s'y est pas trompée. Elle a tout le temps choisi Platon plutôt que voilà les sages, les, les moralistes, les éthiques, les Spinoza, etc. Tous les grands philosophes qui ont été choisis par l'humanité, qui traînent l'humanité, ce sont des philosophes qui ont euh, qui peuvent servir de guide en somme. Voilà. Et curieusement, ces années justement de néolibéralisme ont été cherchées. C'est symbolique que les philosophes médiatisés là qui essayent de ramener ces philosophes un peu voilà qui étaient des commerçants hein, dans leur truc qui étaient plus du côté de l'épicurisme dans le mauvais sens du terme. Euh, et voilà, ça correspond tout à fait à la philosophie du marché. Ils sont les vrais, ils ressemblent exactement au marché. Les philosophes actuels, enfin certains philosophes actuels qui préconisent l'hédonisme, etc. Voilà, toutes ces valeurs. C'est fondamental, c'est bien, c'est important, c'est le moment, il est comme ça. Et la philosophie, comme la littérature, elle correspond au moment actuel. Houellebecq, il ressemble au monde de maintenant. Il écrit plus comme Proust écrivait ou quoi que ce soit. Voilà, c'est tout à fait cohérent tout ça. Mais c'est critiquable. Voilà, selon moi. C'est dans le domaine économique que le procureur,
que le producteur est à sa place. Voilà, le marché, il doit être cantonné au marché. Il n'a rien à faire dans la politique, dans, dans le social, dans le médical, dans les trucs comme ça. Voilà, il y a tout un tas de pans de l'humanité où le marché ne doit pas être présent. Et il ne doit pas être dans la politique. Et quand on voit les oligarques qui font de la politique, et les grands oligarques américains, etc., et c'est le cas en Russie, c'est le cas en Ukraine, c'est le cas en Europe, etc., ont le pouvoir d'acheter des médias, donc d'influencer la politique et donc de faire de la politique. On arrive à la catastrophe que nous sommes en train de vivre. La démocratie est tombée dans un, dans une, euh, dans un, euh, dans une vulgarité oligarchique à cause du fait qu'on ait laissé, que les hommes politiques ont laissé le pouvoir aux oligarques, donc au marché, de prendre la politique et de tracer la route et de donner leur pulsion comme modèle à suivre. Et en faisant ça, on a fabriqué une catastrophe pour l'humanité. C'est donc dans le domaine économique que le producteur est à sa place, comme le guerrier est à sa place sur le champ de bataille. Ils sont l'un et l'autre le plus déplacés lorsqu'ils exercent une fonction publique. Dans leurs mains inhabiles, la politique submerge le gouvernement de l'État, car le gouvernement de l'État est une science et un art. Il faut aussi être exercé et préparé de longue date. Seul un roi philosophe est apte à conduire un peuple. Tant que les philosophes ne seront pas rois, ou que les rois et les princes de ce monde ne seront pas vraiment et suffisamment philosophes, tant que la puissance, c'est plutôt dans ce sens d'ailleurs qu'il faudrait le voir, c'est faire des hommes politiques des philosophes réellement. Tant que la puissance politique et la philosophie ne se rencontreront pas dans le même sujet, les cités ne verront point la fin de leurs mots, ni, je crois, l'espèce humaine. Voilà la clé de voûte de la pensée platonicienne. Et malheureusement, alors c'était en 2000, en 500, 400 avant Jésus-Christ, 400, 500 avant Jésus-Christ, que cette pensée a émergé. Et si elle n'a pas été comprise par les esprits, par les dominants qui ont suivi, c'est-à-dire après les Grecs, les Romains par exemple. Les Romains ont tenté peut-être d'avoir des philosophes, d'ailleurs les philosophes, les grands philosophes romains ont été proches de la politique ou ont fait de la politique à ce moment-là. Mais après, quand le pouvoir a été pris par le religieux, il a écarté le philosophe de la, de, du monde, en fait. La pensée religieuse s'est un peu bagarrée avec le philosophe. Elle, c'est tout à fait explicable pourquoi. C'est complètement explicable pourquoi il y a cette hostilité du religieux vers le philosophe. Alors que pendant toute cette période après les Romains euh, jusqu'à les Lumières, les philosophes euh, étaient proches du religieux, pensaient comme le religieux, etc. Mais il y avait une sorte de toute puissance, d'orgueil du religieux qui se pensait supérieur. Et effectivement, dans le fond, l'expérience religieuse, l'expérience du divin, l'extase, la béatitude, le nirvana, est supérieure à l'analyse de, de cette extase. Euh, donc le religieux disait mais voilà, c'est pas, on peut pas
on ne peut pas rencontrer Dieu à travers les livres. Et ils avaient raison d'une certaine façon. Mais la place du philosophe était fondamentale. Il fallait qu'il y ait les deux. Le religieux ne devait pas préconiser l'extase, ce n'était pas encore le moment, et ça l'est toujours pas, pour l'humanité. La sagesse, on ne doit pas être sage avant d'arriver avant que l'humanité ait atteint son état de perfection, ce qui maintenant est dans quelques siècles bien tassé, on va dire. Et donc, il y a cette, euh, cette ambiguïté. Et c'est ce qui fait que le philosophe, pendant presque 1500 ans, n'a pas pu réellement accompagner le politique. Et ça a été un problème, à mon sens. Et maintenant où on pourrait commencer, voilà, il va falloir que sortir de ce néolibéralisme, chose qui va se faire, je pense, après le chaos de la guerre. Et c'est clair que la guerre, elle va être, à mon sens, elle va nous, nous entraîner vraiment au chaos, parce que les hommes qui sont à la gouverne de ce chaos, c'est-à-dire les dominants américains, les dominants russes et les dominants ukrainiens et les dominants occidentaux, ne sont pas prêts de lâcher prise. Ils sont dans une surdité absolue et un désir de dominer. Ils sont chacun convaincus qu'ils vont vaincre. Et donc, tant qu'on est dans cette conviction-là, et qu'on a en plus le désir d'asservir l'autre, de le neutraliser, de l'anéantir, et c'est exactement ce qui se passe dans l'état d'esprit de ces quatre protagonistes, et ben on continue jusqu'au pire, quoi. Et on se fout complètement des peuples, de ce que les gens peuvent vivre ou quoi que ce soit. Tous ces chefs d'État là n'ont plus aucune conscience de ce que vivent les peuples et de ce que subissent les peuples. Ils sont complètement dans leur, comme deux chimpanzés qui se battent et qui pensent plus du tout au clan, même si une panthère attaquait le groupe, ils continueraient à se battre, voilà, comme des bouquetins qui peuvent se battre sur des rochers en pente jusqu'à ce qu'il y en ait un qui dévale et qui tombe. Voilà, cette surdité, c'est le, la caractéristique typique de la surdité du dominant et du guerrier, et surtout quand il ne fait plus la guerre, quand il risque plus sa peau et qu'il fait juste risquer la peau des autres, il peut aller jusqu'au bout. Voilà, il est dans cette configuration. Voilà pour cette vidéo. Je vais m'arrêter là, elle est très longue. Je suis désolé, non seulement elle est longue, mais en plus, je parle très très mal. Je m'excuse, mais bon, voilà, c'est la configuration de mes deux hémisphères sont comme ça. J'ai une très mauvaise aptitude au langage depuis tout le temps. Et il n'y a que quand j'étais ivre que j'arrivais à parler correctement. Donc il doit y avoir beaucoup de stress qui fait que je ne trouve pas mes mots, qu'il y a cette précipitation, parce que l'ivresse me calmait totalement. Donc je pense que c'est ça le problème. Mais bon, l'ivresse, c'est fini pour moi. Allez, à très bientôt. Merci.